Espace TV, le 22h. Les infos qu'il vous faut, c'est ici et nulle part ailleurs. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Espace TV. Bienvenue dans le 22h, dont voici les principales articulations. Signature ce lundi d'un protocole d'accord entre les ministères sectoriels de l'éducation et de la formation de la Guinée et Expertise France. Il s'agit d'un dispositif d'assistance technique du Fonds commun de l'éducation. Vous en saurez davantage dans un court instant. Drame sur le national numéro 1. La route fait de nouvelles victimes sur le tronçon Kankan-Kouroussa. 6 personnes ont péri dans un accident survenu dimanche dernier, précisément à Soronkoni. Nous ne dérogerons pas à la règle ce soir. Notre grand format se déroulera dans la région de Boké, précisément à Toumbétar. Dans Kamsar, des centaines de femmes se sont reconverties en casseuses de pierre. Un travail physique visiblement dangereux pour leur santé et l'environnement, mais elles n'en ont pas le choix. Signature ce lundi donc d'un protocole d'accord entre les ministres sectoriels de l'éducation, de la formation de la Guinée Expertise France. Cet accord porte sur la mise en œuvre du dispositif d'assistance technique du Fonds commun. L'éducation en est l'épicentre. Le budget d'affectation spéciale intervient en appui au programme décennal d'éducation en Guinée. Et notre accord signé, c'est celui du contrat d'appui technique pour l'accompagnement à la mise en œuvre du projet qui s'appuie donc sur la gouvernance économique et financière. Idrissa Bari, Amar Alexila pour plus de précisions. Dans le premier document signé, Expertise France va positionner 14 experts nationaux et internationaux au sein des administrations des ministères du secteur de l'éducation et de la formation. Ils seront chargés d'accompagner les cadres de l'administration centrale et déconcentrée afin d'assurer un réel transfert de compétences suivant une démarche de renforcement des capacités. Et chaque expert contribuera à un véritable transfert de compétences suivant les démarches de renforcement de capacité que nous avons développées avec vous. Et je souhaite évidemment qu'il puisse être mis en œuvre le plus rapidement possible pour renforcer la redevabilité et la transparence de la gestion des finances publiques dans ce secteur et de répondre aux besoins des populations et de l'éducation en Guinée. Le second document est un contrat d'expertise technique pour l'accompagnement de la mise en œuvre du projet d'appui à la gouvernance économique et financière. Sa finalité, rendre la gestion des ressources publiques plus efficace et plus efficiente en Guinée. Le PAGEF vient couronner et consolider ses acquis dans sa composante 1, à savoir établir des prévisions budgétaires fiables via un cadrage macroéconomique cohérent présentant différentes hypothèses. Aujourd'hui, ce processus d'amélioration continu dans lequel nous nous inscrivons est marqué par une nouvelle étape d'importance. L'engagement commun que va constituer la signature du protocole d'accord entre le gouvernement guinéen et Expertise France s'inscrit aussi dans l'optique de renforcer les capacités du secteur de l'éducation et de la formation. Expertise France est l'agence publique française de conception et de mise en œuvre des projets internationaux de coopération technique. En Guinée, elle mène plus de 20 projets de coopération dans divers secteurs d'activité. Toujours dans l'actualité nationale, l'Institut itinérant de formation et de prévention intégrée contre la drogue a organisé un atelier d'échange de 2 jours. L'objectif est de combattre le trafic et la consommation de la drogue en Guinée. Pour y arriver, les organisateurs ciblent le milieu pré-universitaire en y intégrant des programmes de formation. Mamadou Kalisso, Mamadou Alioba. La Guinée est secouée ces derniers temps par une histoire de cocaïne. Un dossier qui réveille les vieux souvenirs où le pays était considéré comme l'une des plaques tournantes du trafic de cocaïne en Afrique de l'Ouest. L'Institut itinérant de formation et de prévention intégrée contre la drogue estime que le moment est opportun pour injecter dans le programme d'enseignement pré-universitaire des curricula de formation contre l'usage de la drogue. Il devient urgent d'intégrer dans nos programmes scolaires des curricula qui permettraient à nos enfants d'avoir une connaissance sur les drogues et leurs méfaits sur leur organisme, et d'être ainsi eux-mêmes mieux préparés à lutter contre les abus de ces fléaux extrêmement néfastes pour la société. Le directeur de l'Office central antidrogue salue cette initiative.
Selon lui, l'usage des stupéfiants touche beaucoup plus les jeunes. La lutte contre la drogue, il faut reconnaître pour nous, les agents de répression, c'est surtout contre la jeunesse. Dans les statistiques les plus récentes, la couche scolaire est beaucoup plus touchée en matière de consommation de la drogue. Après la couche scolaire, il faut également reconnaître que la consommation de la drogue et le trafic de drogue se féminisent. C'est-à-dire, les sœurs sont beaucoup plus intéressées. Cette rencontre d'échange entre acteurs concernés s'étendra sur 2 jours. La lutte contre le trafic et la consommation de la drogue est ardue. En ciblant l'éducation nationale, l'État et ses partenaires s'attaquent au mal, à la racine. Nous avons espoir que si nous réussissons à mettre la drogue hors de nos écoles, la drogue sera hors de notre jeunesse. Et si la drogue est hors de la jeunesse, le développement que nous ambitionnons, l'émergence que nous ambitionnons peut arriver à court terme et même à très court terme. L'avenir d'une Guinée nouvelle, c'est le nom d'une formation politique créée depuis 2011. Le bureau exécutif ainsi que Mori Kaba et ses collaborateurs ont été choisis suite à un processus à bulletin secret. Les priorités de ce parti ont été dégagées et cette nouvelle formation politique compte bien apporter sa contribution à l'animation du débat en Guinée. C'est avec Mamadou Sadio Baldé, Ibrahima Souri Kamara que vous en saurez davantage. Le premier vice-président souligne que le bureau exécutif a été le choix des membres de cette formation politique, comme le témoigne ce vote des militants. Et c'est conformément au statut du parti AGN que nous avons organisé d'abord ce congrès partiel électif des instances de notre bureau politique national. Et à la lumière des textes du statut et du règlement intérieur, nous avons placé notre confiance à M. Mori Kaba, que vous avez déjà reçu, et à l'ensemble des autres membres du bureau politique qui, naturellement, se sont engagés avec cette formation politique. Il est comblé et reconnaissant vis-à-vis de tous ceux qui ont pris part à cet exercice démocratique de leur formation. Il promet d'être digne de confiance. Je pense que, par la grâce de Dieu, je pourrais être à l'attente des militants du parti, mais aussi au-delà des militants du parti, aussi à la population guinéenne. L'ADN entend participer à la modernisation du débat politique. Par la pertinence de leur programme de société, le bureau exécutif entend marquer les esprits. Les priorités au sein de ce parti, c'est d'abord la réforme, c'est participer au débat politique, parce que nous estimons que la République de Guinée a plus que besoin d'un appui politique, économique et social, associé à plus de gouvernance démocratique, indispensable à la solidification de la nation. Une nouvelle militante s'engage officiellement. Avant de prendre cette décision, elle avait pris soin de s'informer autour du parti, dit-elle. Je suis convaincue par leur idéologie et je suis motivée aussi par le programme que j'ai lu par rapport à l'AGN. Poursuivi pour vol aggravé par un citoyen, le dossier du colonel Mamadou Alpha Barry est encore loin de connaître son épilogue. 4 mois après sa condamnation, le dossier était ce lundi à la cour d'appel de Conakry. Après 6 heures de débat, la cour a suspendu l'audience et l'a renvoyée au 29 mars prochain pour plaidoirie réquisitoire. Le juge invite ainsi la partie civile à présenter les documents attestant l'existence de l'argent dit volé. Suivez le compte-rendu avec Ali Badra Kamara, Ibrahima Souba. Il est condamné à 5 ans de prison et une amende de 140 millions de francs guinéens selon la décision du tribunal militaire au mois de novembre dernier. Le même dossier a ressurgi devant la Chambre spéciale des affaires criminelles qui était à son premier procès ce lundi. Après 6 heures de débat, la Cour a sollicité la présentation des documents nécessaires pour être éclairé dans ce dossier qui date de 2018.
il appartient au ministère public de rapporter la preuve de l'accusation. Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve que les montants dont elle réclame ont effectivement matériellement existé. Parce que depuis la première instance devant le tribunal militaire, chaque fois que nous lui avons posé la question, il nous a toujours dit qu'il a les documents à Madina. Voilà 1 an, 2 mois. 1 an, 2 mois, je ne sais pas, 22 jours, hein, notre client l'a dit, qu'il est en détention. Jusqu'à présent, aucune preuve n'a été présentée devant le tribunal ou la cour pour prouver que ces montants n'ont jamais existé. Il s'agit de 35 000 $ américains, 22 000 euros, 3 200 000 francs CFA, 300 francs suisses et 20 millions de francs guinéens. Des sommes non justifiées selon la défense depuis les premières audiences au tribunal militaire. Sur la question, la partie civile ne s'est pas montrée inerte. Nous serons en mesure de revoir notre livre de commerce s'il y a des factures et autres documents pour soutenir les moyens que nous tentons de développer devant la cour d'appel. Donc nous ne souffrons pas de preuves. Nous ne souffrons pas de preuves. Ce vol aggravé est réel. Les avocats de la défense espèrent avoir une issue avec l'ouverture du procès à la cour d'appel de Conakry. C'est qu'en réalité, notre client, de par sa célébrité, ne pouvait pas échapper à ce destin triste. Donc avec beaucoup de modestie, nous pensons que devant la cour, le droit sera dit et il sera libéré. Pour rappel, le colonel Mamadou Alpha Bari a fait jusqu'ici 1 an quelques mois en détention et le procès est renvoyé au 29 mars prochain. La GIZ vient d'appuyer le ministère de la Santé. Elle a offert un lot d'équipements donc à ce ministère. L'objectif est de contribuer à l'amélioration, à la modernisation du système de santé en République de Guinée. La cérémonie de remise s'est tenue au siège de la GIZ. Plus d'explications avec Mariam Fodé Camara, El Hadj Aliobar. La GIZ accompagne depuis plusieurs années le gouvernement guinéen dans ses efforts d'amélioration des conditions de travail dans le domaine de la santé ainsi que dans la gestion des informations sanitaires. C'est dans ce cadre qu'elle vient de doter le ministère de la Santé en matériel informatique. Non, il y a tout le matériel qui va avec, aussi bien des ordinateurs, mais aussi des écrans, des docking stations pour pouvoir installer l'ordinateur, mais également s'en servir comme un laptop, des onduleurs, donc tout ce qu'il faut. Et ce dont surtout va s'accompagner aussi de formation en compétences numériques pour pouvoir encore renforcer les intervenants dans le système de santé pour pouvoir utiliser tous les logiciels, pouvoir faire des documents qui soient vraiment professionnels pour pouvoir les partager et améliorer encore leurs compétences. Ce matériel, dont le coût de financement est estimé à plus de 2 milliards de francs guinéens, vient renforcer la capacité numérique des bénéficiaires dans leur gestion de données à caractère informatif. L'important, c'est que d'abord, dans un premier temps, il y a eu déjà d'autres dons qui ont été faits, qui date déjà depuis un certain temps. Il faut dire que le matériel informatique aussi a une viabilité dont l'efficacité diminue au fur et à mesure que le temps passe. Et le fait d'avoir du nouveau matériel qui soit actualisé selon les nouvelles données actuelles ne pourront que rebooster le système de données information sanitaire que nous avons au sein de notre pays. Nous ne pouvons que nous en réjouir. C'est une coopération qui ne date pas d'aujourd'hui et elle continue. Et comme je disais tout à l'heure, il faudrait qu'elle soit pérenne et aussi que nous, à notre retour, qu'ils soient satisfaits de l'application et de l'utilisation qu'on fera du matériel qui nous a été offert. La GIZ intervient présentement dans 6 régions administratives de la Guinée dans le cadre de l'appui au système sanitaire. Parlons à présent de la cérémonie de gratification de distinction Media Award Guinée. Cette cérémonie aura bel et bien lieu cette année, malgré la présence de la Covid-19. Cependant, quelques réaménagements ont été apportés. Désormais, l'événement sera virtuel et animé par le duo Cheikh Soirée Aya Diawara. La journée JMJ, Justin Morel Junior, 50 ans de journalisme, passe à une journée présentielle dans les émissions à grande écoute. La commission d'organisation, à sa tête Antoine Kourma, a présenté ces différents changements au ministre de l'Information et de la Communication. L'équipe en a profité pour solliciter l'apport du ministre afin que l'événement soit retransmis en direct
à la radio-télévision guinéenne. Al-Seni Bari, Ibn Mansouri Kamara pour le compte-rendu. Covid-19 oblige, les organisateurs des cérémonies doivent annuler leur activité ou s'adapter à la nouvelle donne. Media Awards, l'événement qui récompense les journalistes, ne compte pas reporter ni annuler ses activités. Désormais, la formation de 50 journalistes et techniciens ne se fera pas. La journée Justin Morel Jr., 50 ans de journalisme, passe à une journée présentielle dans les émissions à grande écoute. La cérémonie au chapiteau devient virtuelle avec une retransmission en direct sur les médias privés et publics. On a pris la décision de changer la donne en y allant avec cette fois-ci un plateau virtuel. C'est-à-dire on fera une cérémonie qui ne va pas réunir le monde prévu au départ, mais qui va faire en sorte d'avoir sur un même plateau les invités indispensables, notamment les membres du jury et également les partenaires, pour que les trophées tels que prévus soient décernés, mais sur un plateau télé. La cérémonie sera présentée par Cheikh Soirée et Aya Diawara. La commission d'organisation a rencontré le ministère de l'Information et de la Communication, d'abord pour l'informer de ces différents changements, également faire un plaidoyer pour permettre la diffusion de l'événement en direct à la RTG. Il y aura peut-être les réseaux sociaux, mais nous avons aussi nos propres médias, que ce soit les radios, les télévisions. Ces jours-là, ce n'est pas seulement la RTG. L'idéal est que toute la presse nationale, à ce moment, se focalise sur cet événement, pour que partout où tu te trouveras sur le territoire national, que tu puisses suivre cet événement en direct. À 10 jours des débuts des activités, l'équipe des Media Awards assure qu'elle est prête et promet de tout mettre en œuvre pour un bon déroulement de l'événement. On ne peut pas être parfaitement prêt, mais je vous garantis que le comité d'organisation est à pied d'œuvre. À l'heure où je vous parle, tous les jours, on est en train de travailler et nous pensons être prêts pour le 27 mars. Nous pensons pouvoir tenir nos engagements par rapport à cette date. Le vote pour les nominés prend fin le 20 mars prochain. Les membres du jury, à sa tête Odilon Théa, devraient commencer à statuer à partir du 20 mars. Venons-en à cet autre sujet. En République de Guinée, chaque jour qui passe, un cours d'eau, un bras de mer ou des zones côtières sont menacées ou disparaissent carrément. Parfaite illustration de cette réalité, les opérations de remblaiement derrière le site Kamayen où se trouve le seul lac de Kaloum également menacé. Mamadou Saliouba, Tierno Sadouba se sont intéressés à ce sujet majeur. C'est le tout dernier lac de Kaloum, le Bassikolo. Dans le conscient des Guinéens, c'était dit qu'il y avait des diables qui étaient là, Mamiwata ou Bassikolo qui existaient dans la zone. Donc ce mythe-là existait dans la tête des gens. Mais aujourd'hui, le lac est démystifié. Conséquence, chaque 20 minutes, une benne apporte de la terre. Et aussitôt, un bulldozer s'exécute. Une opération dangereuse pour l'environnement, une incompréhension dans un pays où l'État interdit l'occupation de la mangrove, mais cautionne en même temps le remblayage. Une vraie demi-mesure dénoncée par notre source que nous appelons l'ombre. La Guinée a même ratifié l'accord de Paris sur le climat. Mais qu'est-ce qu'on fait avec l'accord de Paris? On met des bâtiments comme ça, ce n'est pas un usage social. C'est des Libanais et d'autres Guinéens qui ont vraiment traîné dans des sales affaires, on sait, qui sont en train de blanchir leur argent en faisant du tort à la nature, en faisant du tort à la population guinéenne. On sait voir qu'en Guinée, il y a plus de 245 millions d'hectares de terres qui sont disponibles, mais et qu'on laisse tout ça là, les terres fermes, pour venir se rabattre sur des sables mouvants. Si notre source est fâchée, c'est parce que selon elle, 5 lacs se côtoyaient ici, dont 4 complètement remblayés. Le lac partait jusqu'au fond, derrière là où on appelle PUP, le siège de PUP et le bâtiment de l'ancienne première dame, André Touré. Elle avait un bâtiment ici. Tout ça là, c'était visible à partir de la mer. Les lacs sont donc devenus des terres fermes, avec des bâtiments comme celui-ci qui présente dans ses murs des fissures indissimulables. Possible explication, le fait qu'il soit construit sur un sol fragile. Ça risque de s'écrouler parce que c'est du sable mouvant. Si tu mets des tonnes et des tonnes de béton sur du sable mouvant, et le sable mouvant, au fur et à mesure, ça descend. Au fur et à mesure, ça va bouger. Mais au lieu de trouver une solution, aujourd'hui, on continue de remblayer avec cette image qui explique que dans quelques semaines,
plusieurs espèces halieutiques vont devoir migrer. Une situation préoccupante qui interpelle à plus d'un titre. Fini l'époque où les apparences obstruaient nos ambitions en tant que femmes. Nous pouvons toutes y arriver avec beaucoup de volonté et de courage. Ce sont les propos de Adja Aïssatou Sow, aujourd'hui mécanicienne et femme au foyer. Elle parvient à joindre les deux bouts depuis la ville Carrefour et de façon honorable et digne. Pour les images, elles sont donc prises par Djibril Kaba Kamara, commentées donc par Antoinette Dédé Onivoki. De grandes marques qui ont été emportées par le commissariat central de Matam, comme nous pouvons le voir sur ces images. Les occupants du parking ont été sommés de quitter les lieux. Ils disent n'avoir reçu aucun préavis. 6 h du matin, mon ami m'a appelé qu'il y a les gens qui sont venus. Là, celui que je confie le parc. Ben moi, je ne gère pas le parc, c'est lui qui gère le parc, je vais le parler. Donc, avec ça, moi, je dis que je viens. Avant que je vienne, on a trouvé qu'ils ont déjà commencé à sortir le voiture derrière nous. Je dis, c'est quelle loi? Et avant ça, il y avait un papier qui était venu, arrêt de travail, le lot, comme mon ami vient de l'expliquer tout cela, ce n'était pas même l'eau. On dit, maintenant, c'est quoi? Il dit, ils ont un papier de justice qui dit qu'il doit cater tout. Cater tout. Le propriétaire du terrain lui dit avoir tous les papiers prouvant la paternité du domaine et ignore les raisons de la descente des services de sécurité dans sa propriété. Je ne sais même pas là où sont les véhicules actuellement. Je suis arrivé, j'ai trouvé un général même ici. C'est moi-même qui ai appelé ce général, que j'ai été victime, je ne sais pas c'est quels hommes, qui sont venus sur le terrain. Mais lorsque je suis arrivé, ils m'ont dit de signer un papier. J'ai dit, je ne connais pas un papier que je dois signer. Vous venez de débarquer chez quelqu'un, vous prenez ces véhicules-là. Jusqu'à présent, il ne sait même pas là où se trouvent ces véhicules. Vous me dites de signer un papier, prenez les véhicules. Il y avait certains véhicules, moi-même j'ai dit à mes petits frères de faire sortir ça. Ils sont sortis avec ça. Depuis lors là, ils sont en train de gaspiller tout dedans là. Ils n'ont pas donné le pouvoir à expliquer personne. Les autorités du quartier auraient été averties. Ce septuagénaire habite le quartier depuis près d'une 60aine d'années. Sa concession et celle de ses voisins ont été démolies. Ils nous ont dit qu'ils ont été envoyés par le procureur général. On ne savait quoi dire, on est resté dans ça jusque la nuit où ils sont venus barrer toutes les routes et nous ont dit qu'ils sont là pour 3 concessions. Ce parking, mon domicile chez mon voisin, tout a été pillé, sans aucune raison. De l'avocat aux huissiers de justice, tous sont venus sur les lieux pour constater les dégâts causés par les agents. Ces opérateurs économiques demandent justice. Voilà, vous l'avez compris, vous venez plutôt de suivre cette descente donc dans la nuit du samedi 13 mars des agents de la sécurité du commissariat central de Matam qui ont donc fait irruption dans un parc auto situé à Koleya. Au cours de cette descente musclée, des véhicules ont disparu. Le propriétaire des lieux ne sait donc pas à quel saint se vouer. Il dénonce des actes de violence, de brigandage donc commis par ces agents, accompagnés donc par un huissier de justice. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions d'information. À présent, je vous invite à suivre cet élément donc signé Djibril Kaba Kamara, André Mossier Milimono, un élément rendu en studio par Antoinette Dédé Onivoki. En salopette bleue à l'avant d'une voiture, les mains sales et plongées sous le capot, Hadja Aïssatou Sow, 24 ans et mère de 2 enfants, est une des rares femmes mécaniciennes de la ville de Mamou. Cela fait bientôt 2 ans qu'elle pratique ce métier. Je suis à l'école. Je me suis retournée là-bas pour négocier avec le directeur que je veux faire le bac. Il me dit c'est pas bon. Comme je n'ai rien fait en 12e année, donc il me faut retourner encore en 12e année. Je dis non, je ne peux pas faire la 12e année. Tous mes amis sont en terminale maintenant. Il m'a dit alors non, ça c'est pas possible. Si c'est pas la 12e année, je n'ai qu'à laisser comme ça. Je dis il n'y a pas de problème. J'ai pris mes dossiers et suis venue au centre de la formation. Maintenant, je continue ici mes jours. Malgré les remarques déplacées de son entourage sur le fait qu'une femme ne devrait pas avoir la main dans le moteur, Aïssatou a résisté.
À force de persévérance, elle est devenue mécanicienne automobile. Il y a d'autres qui me disent tu es femme, tu es sale, ceci, c'est comme ça, mais finalement on termine par dialoguer. Vous avez vu? Je m'en fous quoi. Quand je finis comme ça là, après le boulot, aujourd'hui je ne suis pas sale, hein. Je suis tellement propre comme ça. Vous avez vu mes mains? Elles sont tellement propres. Sinon, deux fois, quand vous me voyez là, vous n'allez même pas penser que c'est une fille qui est arrêtée comme ça. Tellement que je suis sale. Et puis je passe comme ça au marché, j'achète mes condiments, je rentre à la maison. La jeune dame, au fil du temps, fait preuve d'une ténacité remarquable dans ce créneau masculin. Elle se bat au quotidien pour prouver à ses pairs que le travail n'a pas de genre. Là où je suis comme ça, là, il y a une fille ici qui a fait la maçonnerie. Il y a une fille encore qui a fait la menuiserie. Donc cela veut dire que ces métiers-là ne sont pas seulement le métier des hommes. Quiconque travaille, il aura sa part. Vous avez vu, donc ils n'ont qu'à laisser l'affaire de dire que ça c'est le métier des hommes, ça c'est le métier des femmes. Ils n'ont qu'à venir au centre de formation faire un métier. Toutes ces difficultés n'ont pas freiné Radja Aïssatou Sow. Aujourd'hui, elle mûrit le projet d'ouvrir son propre garage. Une brave dame donc courageuse qui fait sauter tous les stéréotypes. 6 personnes membres d'une même famille ont péri dans un accident de la circulation routière. Il s'agit de 2 hommes, 2 femmes, 2 enfants. Le drame s'est produit ce dimanche à Soronkoroni sur la route nationale Kankan-Kouroussa. Pour plus de précisions, on fait le point donc avec notre correspondant régional Alpha Omar Koïta. Il était 16h ce dimanche lorsque cette voiture de marque Nissan Almera immatriculée RC 7558 AU, à son bord 6 personnes toutes membres d'une même famille, a fini sa course sous un camion Ben immatriculé RC 5174 K. L'accident s'est produit juste à la rentrée de Soronkoni sur la nationale Kankan-Kouroussa. 5 des 6 passagers ont trouvé la mort sur place et le 6e, quant à lui, a succombé à ses blessures quelques dizaines de minutes après le drame à l'hôpital régional de Kankan. Notre grand frère est décédé le samedi passé à Kourala. Ils étaient partis assister à l'enterrement de ce dernier. C'est sur le chemin de retour qu'ils ont fait l'accident. Ils étaient au nombre de 6 dans la voiture. 2 hommes, 2 femmes et 2 enfants, tous membres de la même famille. Ils sont tous morts. Rencontré ce lundi sur les lieux de l'accident, le premier vice-président du conseil régional des organisations de la société civile de Kankan estime que l'excès de vitesse serait à l'origine de cette tragédie. Attristé par cet accident qui vient de se passer en décimant toute une famille. C'est vraiment dommage. Et cela, on ne peut l'attribuer qu'à l'excès de vitesse. C'est vrai qu'en tant que Guinéens, nous sommes en train de moderniser, de faire en sorte que nos routes soient circulables. Et malgré l'effort fourni dans ce sens, les gens deviennent encore plus imprudents. Autant on est pressé d'arriver, autant on est soumis à des accidents. Cependant, Sékou Kondé en appelle au service de la sécurité routière en ces termes. En fait, toutes les routes sont mortelles, surtout quand elles sont muettes. Il faut des signalisations. Faire en sorte que nos agents de la circulation routière qui sont en train, disons, d'arnaquer les gens, de plutôt chercher à sauver la vie de nos concitoyens. A rappeler que la nationale Kankan-Kouroussa est réputée être la plus meurtrière dans la savane guinéenne. Ce à cause de l'excès de vitesse des usagers qui s'explique par la fluidité de la circulation sur ce tronçon, explique un responsable du service en charge de la sécurité routière. Donc à l'âme de toutes ces victimes. Le corps de notre regretté, du professeur Djibril Tamsi Niane, est arrivé ce lundi à Conakry en provenance de Dakar où il est décédé de l'aéroport international de Conakry-Bessia. Il a été transporté au palais du peuple. Un symposium a été organisé en son honneur. Il repose désormais au cimetière Cameroun. Ce reportage donc est signé Fatmata Binta Bari qui a donc suivi toute cette cérémonie funèbre. Il est 11h. L'avion transportant la dépouille de Djibril Tamsi Niane atterrit dans la tristesse avant de prendre la route du Palais du Peuple où un symposium a été organisé en hommage à l'historien.
le président de la République, des personnalités publiques, des délégations venues du Sénégal, du Mali et du Burkina, ainsi que des diplomates, tous sont venus témoigner leur compassion. Djibril Tamsir Niane était une lumière qui se voyait au-delà de la Guinée. Aux côtés des Sénégalais, mais aussi des Maliens, l'écrivain a su imposer sa plume. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui le salue. Le Sénégal a été représenté par pas moins de 28 personnes. Porte-voix de la famille Niane, l'homonyme de feu Djibril Tamsir Niane, un petit-fils qui peine à dissimuler son émotion. Encore un hommage à Papa Niane. Le premier après ton départ, mais certainement pas le dernier. Nous brillons, nous honorerons ta mémoire, transmettrons ton héritage. Maintenant, début d'éternité. Quelques mots de reconnaissance. Le Premier ministre salue la mémoire du défunt. Le gouvernement guinéen, pour sa part, veillera aux côtés des acteurs de la culture et de l'université à ce que l'immense héritage qui nous a légué trouve une place de choix dans nos écoles et dans nos universités. Après le recueillement, la dépouille mortelle de l'écrivain prend la direction du cimetière de Cameroun, où il repose désormais. Grand maître, reposez en paix. L'exploitation minière dans la région de Boké affecte le quotidien des populations alors que l'agriculture et la pêche, autrefois activités principales, disparaissent peu à peu. La résilience est à toute preuve de ces populations. Tenez, à Toumbeta, dans Kamsar, des centaines de femmes se sont reconverties en casseuses de pierre. Un travail pénible, physiquement dangereux pour leur santé et l'environnement. Ce grand format de la rédaction est signé Mafoudia Bangoura, Ibrahim Mansouri, 5 Souma. Des tas de sable à perte de vue. Il vient de là, de ces trous creusés minutieusement à la main. Nous sommes à Dougoula, dans Toumbeta, une localité de Kamsar. Avec leurs pelles, picasses, vannes et autres matériels, des centaines de femmes se retrouvent ici, 7 jours sur 7, du lever au coucher du soleil. C'est une société venue ici à Dougoula qui a déversé une grosse quantité de sable. On était dans les trous. On s'est dit qu'il ne faut pas rester et regarder cette grosse quantité de sable sans rien faire. On a transporté tout ça sur les têtes. Lorsqu'on atteint les graviers, on les casse, les filtre et on dépose au bord de la route. Ce sont les constructeurs de maisons qui payent. À l'origine, Kamsar est un petit village de pêcheurs situé au nord-ouest de la Guinée et à environ 3h30 au nord de Conakry, la capitale guinéenne. Dans ce centre industriel de la Compagnie des bauxites de Guinée, les communautés ne sentent pas les retombées de l'exploitation minière. Même avec cette richesse que Dame Nature leur a offerte, ces femmes sont contraintes de se battre au quotidien pour survivre, avec ce qui est à portée de main. Nous souffrons. Sinon, il n'est pas convenable pour une femme de faire ce genre de travail. Mais que faire avec des enfants qui sont allés à l'école, mais qui ne gagnent pas de boulot? Tu ne peux pas rester les bras croisés.
Effectivement, ce travail est épuisant. Il faut de l'énergie pour le faire, du soleil, de la poussière surtout. Cette poussière inhalée toute la journée menace dangereusement la santé de ces femmes. Elles le savent, mais se disent impuissantes. Quand nous terminons, on achète des médicaments, des produits contre les douleurs musculaires. On boit aussi du lait pour prévenir les méfaits de la poussière. Tout ça pour ne pas tomber malade et être empêché de gagner de l'argent. Beaucoup de femmes sont venues, mais elles n'ont pas pu tenir. Elles ne pouvaient pas creuser et transporter. Le travail est énergique. Ça demande beaucoup d'énergie. Nous sommes obligés de prendre des médicaments. Il y a des malades et d'autres ont pris de l'âge. En plus, c'est aussi une question d'habitude. L'exploitation minière a impacté négativement les activités agricoles ou encore la pêche. Les hommes qui rapportaient de l'argent ont vu leur affaire chuter. Soutenir la famille, faire face à ses propres besoins, c'est entre autres des éléments qui motivent Salematou Bari. Mes enfants sont à l'école. C'est grâce à ce travail que je m'occupe d'eux et de moi-même. C'est grâce à ce travail que je peux être parmi mes semblables. Sinon, comment répondre présent aux activités familiales? Je ne veux pas dépendre des gens. Avec ce travail, je suis crédible. Ça m'est d'une grande utilité en ce moment. Je peux gagner jusqu'à 2 millions ou 2 500 000 parfois 1 500 000. Mais je préfère ça, car je ne sais pas quoi faire d'autre. Je n'ai pas été à l'école. Ce travail, scolarisé ou pas, tout le monde peut le faire. Creuser, casser et transporter, ça je peux le faire. Le respect du contenu local devait garantir le travail pour la jeunesse des régions touchées. Mais le manque d'application de ce texte et le faible niveau d'études des jeunes expliquent le taux élevé de chômage dans ces zones. L'autre combat de ces femmes est d'offrir une formation aux enfants afin qu'ils soient compétitifs sur le marché de l'emploi plus tard. Nous sommes dans la poussière, mais on ne peut pas rester. Nous n'avons pas été à l'école. On veut le contraire pour nos enfants. De nos jours, quelqu'un qui n'a pas étudié est perdant. Nous avons compris cela. Les sociétés sont là, mais impossible d'employer nos enfants à cause du manque de formation. À quand la préservation de l'environnement pour sauver des activités comme l'agriculture et la pêche, autrefois activités principales de cette localité? Dans l'immédiat, des tentes de repos bien aménagées ne seraient pas de refus pour ces femmes condamnées à subir la mauvaise répartition des richesses du pays. La femme guinéenne, une résilience à toute preuve. Grand format donc signé Mafoudia Bangora et Bormasori Souma. Et c'est ce grand angle de la rédaction qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellent sur le programme sur Espace TV, la télé de notre planète. Bonsoir.